un demi-cercle de 370 mètres, un portique aux colonnes doriques digne d'un temple grec, une maison de maître au centre exact, posée comme un hôtel. Et derrière ces façades, jour et nuit, on faisait bouillir de l'eau salée. Pourquoi le roi de France a-t-il fait bâtir un palais pour y cuire du sel? Ce lieu existe, la saline royale d'Arquessenan, en Franche-Comté. La réponse est plus vaste qu'il n'y paraît. Elle commence par un impôt redouté et s'achève dans le rêve d'une cité parfaite. Tout débute bien avant les colonnes, à l'époque où quelques cristaux blancs valaient de l'or. Une nuit d'hiver, sur un chemin creux de Franche-Comté, un homme avance courbé sous un sac de toile grossière. Il ne transporte ni armes, ni monnaie, ni étoffes précieuses. Il transporte du sel. Si une patrouille l'arrête, il risque le fouet, la marque au fer rouge, puis les galères du roi. Pour quelques poignées de cristaux blancs, cet homme joue sa liberté, et parfois sa vie. La scène n'a rien d'exceptionnel. Au XVIIIe siècle, elle se répète des milliers de fois chaque année sur tous les chemins du royaume de France. Ce chemin de nuit est le véritable point de départ de toute cette histoire. Avant de comprendre pourquoi un roi fit un jour bâtir un palais pour y faire bouillir de l'eau salée, il faut mesurer ce que pesait réellement le sel dans la vie des hommes. Et ce poids dépasse tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Le sel du XVIIIe siècle n'est pas un condiment, c'est une technologie de survie. Dans un monde sans réfrigération, il demeure le seul moyen de conserver la viande, le poisson, le beurre, le fromage. Une famille paysanne sale le porc de l'automne pour tenir jusqu'au printemps. Un port de pêche sale le hareng par tonneaux entiers afin de le vendre à des centaines de kilomètres des côtes. Une armée en campagne marche littéralement au lard salé et les intendants militaires calculent les guerres en quintaux de salaison autant qu'en barils de poudre. Le bétail en réclame pour vivre, les tanneurs en consomment pour préparer les cuirs, les fromagers en dépendent pour affiner leurs meules, les teinturiers en usent dans leurs bains. Priver un village de sel revient à le condamner, l'hiver venu, à la disette. Il faut d'ailleurs se représenter ce sel tel qu'on le voyait alors. Non pas une poudre blanche et fine coulant d'une salière, mais des pains gris et durs, compacts comme la pierre, qu'on râpait au couteau au-dessus de la marmite, ou du sel en grains grossiers mêlés d'impuretés, vendu à la mesure sous l'œil d'un commis. Dans les greniers où on entreposait, l'air piquait la gorge, les sacs suintaient la saumure, le bois des planchers blanchissait d'une croûte que rien ne pouvait effacer. Cette matière rugueuse, terne, sans éclat, valait pourtant qu'on la garde sous clé derrière des portes ferrées, comme un coffre de pièces d'or. Un produit aussi indispensable attire fatalement l'attention du pouvoir. Au début des années 1340, une ordonnance de Philippe VI établit le monopole royal sur la vente du sel. Ainsi naît la gabelle, un mot qui fera trembler des générations de Français. Le principe est simple et redoutable. Nul ne peut acheter son sel ailleurs que dans les entrepôts du roi, les greniers à sel, et à un prix fixé par l'administration, plusieurs fois supérieur au coût réel du produit. Dans une grande partie du royaume, chaque foyer est même tenu d'acquérir chaque année une quantité minimale, le sel du devoir, qu'il en ait besoin ou non. Et la loi interdit d'employer ce sel obligatoire à saler les jambons, car les salaisons relèvent d'un autre tarif. On taxe donc non seulement le produit, mais l'usage qu'on en fait. L'impôt frappe tout le monde, du seigneur au journalier, puisque tout le monde mange. En quelques générations, la gabelle devient l'un des piliers des finances royales, une rente immense qui coule aussi régulièrement que les fleuves et que les contrôleurs généraux défendent avec l'énergie du désespoir chaque fois qu'une voix s'élève pour la réformer. Mais cet impôt possède une particularité qui va tout déterminer. Il n'est pas le même partout. Le royaume de France s'est construit par morceaux, province après province, mariage après conquête, et chaque territoire a négocié ses conditions en entrant dans l'ensemble. Le résultat est un damier fiscal d'une absurdité fascinante. Autour de Paris s'étendent les pays dits de Grande Gabelle, où le sel est taxé au maximum. Plus loin, des pays de Petite Gabelle, taxés moins lourdement. Des provinces dites rédimées, qui ont racheté l'impôt une fois pour toutes. Des pays de Carbouillon au régime particulier. Et la Bretagne, exemptée, où le sel se vend presque au prix de revient. D'une région à l'autre, le prix du même sel varie jusqu'à 20 fois. 20 fois. La simple traversée d'une rivière peut multiplier par 20 la valeur d'un sac de toile. Aucune marchandise au monde n'offre alors un écart pareil sur quelques kilomètres de distance. Une telle frontière invisible crée mécaniquement un métier,
contrebandiers du sel. On les appelle les faussonniers, et ils sont des dizaines de milliers, des hommes chargés comme des mulets qui franchissent les bois la nuit. Des femmes qui dissimulent des sacs cousus sous leurs jupes, des enfants passeurs payés quelques sous la course, des chiens dressés à portée de petites charges à travers les lignes de surveillance. Certains passent en bande armée, et le plus célèbre des contrebandiers du siècle, Mandrin, devient un héros populaire dont les campagnes chantent les exploits contre les agents du fisc. La répression est à la hauteur de l'enjeu, amendes ruineuses, galères pour les récidivistes, mort pour la contrebande en armes. Les archives gardent la trace de milliers d'arrestations chaque année. Des centaines de condamnés partent ramer sur les vaisseaux du roi pour avoir vendu ce que la mer et la terre donnent presque gratuitement, et les registres des galères de Marseille comptent les faussonniers par régiments entiers. Face à eux se dresse une véritable armée. Ces gardes du sel, le peuple les surnomme les gabelous, et ils patrouillent les routes, fouillent les charrettes, sondent les greniers des fermes jusqu'au saloir des cuisines. Un détail mérite attention. Ces hommes ne servent pas directement la couronne. Ils servent la ferme générale, une compagnie de financiers privés qui avance l'impôt au roi, puis se rembourse avec un large bénéfice sur les contribuables. Le royaume a délégué la perception de son or blanc à des entrepreneurs. L'État y gagne des rentrées immédiates et prévisibles, les fermiers généraux y bâtissent des fortunes parmi les plus colossales d'Europe, et la haine populaire, commodément, se concentre sur leurs uniformes plutôt que sur le trône. Il existe pourtant, aux marges orientales du royaume, une terre où le sel ne vient pas de la mer. Sous les collines du Jura dort une mer bien plus ancienne. Voilà des millions d'années, un océan s'est retiré de ces régions en abandonnant d'épaisses couches de sel gemme, aujourd'hui enfouies dans la profondeur des roches. Les eaux souterraines les traversent lentement et remontent vers la surface chargée de sel, prête à être bouillie. À Salins, au creux d'une vallée étroite et encaissée, on puise cette eau et on l'évapore depuis au moins 12 siècles. Les archéologues font remonter la pratique bien plus loin encore, peut-être jusqu'à la préhistoire, quand les premiers habitants du Jura échangeaient déjà leur pain de sel contre l'ambre et le bronze. Au-dessus des toits de la ville flottent en permanence les fumées des chaudières, et l'air des ruelles mêle l'odeur du bois brûlé à celle âcre et minérale de la saumure chaude. Longtemps, cette richesse échappe à la France. La Franche-Comté relève des ducs de Bourgogne, puis des Habsbourg d'Espagne, et ces sources salées enrichissent des souverains étrangers aux portes mêmes du royaume. Les rois de France regardent ce trésor par-dessus la frontière comme on regarde le jardin du voisin. En 1678, Louis XIV annexe définitivement la province. Avec elle, la couronne gagne des forêts profondes, des rivières poissonneuses, des pâturages, et surtout ces sources où l'argent jaillit littéralement de terre sous forme d'eau salée. Le trésor liquide du Jura appartient désormais au roi de France. Le tableau est alors complet. La monarchie possède le monopole légal d'un produit vital, un impôt dont le taux varie de 1 à 20 selon les provinces, une armée privée de garde pour le protéger et, au pied du Jura, des sources qui transforment l'eau en revenus. Dans un tel royaume, une simple chaudière de saumure vaut son pesant de métal précieux, et les contemporains ont trouvé le mot juste. Ils appellent le sel l'or blanc. Or pour l'or, depuis toujours, les rois bâtissent des palais. Au milieu du XVIIIe siècle, un voyageur qui approche de Salins remarque d'abord une chose étrange. Les collines sont nues. Sur des lieux à la ronde, les pentes qui dominent la ville ne portent plus que des taillis maigres, des souches, des broussailles. Un pays de forêts profondes, et pas un arbre digne de ce nom autour de la cité la plus riche de la région. Ce paysage pelé n'est pas un caprice de la nature. C'est la signature d'une industrie en train de dévorer son propre territoire. Car les chaudières de Salins ont un appétit sans fond. Pour arracher le sel à l'eau, il faut la faire bouillir. Et pour la faire bouillir, il faut du bois, encore du bois, toujours du bois. Des convois de charrettes grincent chaque jour vers les portes de la ville. Des trains de grumes descendent les rivières. Et chaque année, les bûcherons doivent aller chercher les arbres plus loin, sur des pentes plus raides, à des prix plus élevés. Le combustible finit par coûter plus cher que tout le reste de la production réunie. Dans les comtes des Salines, la colonne du bois écrase toutes les autres. L'or blanc du Jura repose sur une équation brutale. Sans forêt, pas de feu. Sans feu, pas de sel. Et la forêt recule d'année en année comme une marée qui ne reviendra pas. À ce mal s'en ajoute un autre,
plus sournois. Les sources elles-mêmes faiblissent. À côté des eaux riches, saturées de sel, les puits de Salins donnent en abondance ce que les maîtres sauniers appellent les petites eaux, des eaux faiblement salées, autour de 30 grammes par litre, à peine la salinité de l'océan. Sur une tonne d'une telle eau, le feu ne laisse qu'une trentaine de kilogrammes de sel. Il faut évaporer plus de 30 seaux d'eau pour remplir un seul seau de cristaux. Autrement dit, l'essentiel du bois brûle pour chasser de l'eau presque douce. Ces petites eaux, on les rejette longtemps à la rivière, faute de pouvoir les traiter sans se ruiner en combustible. Une fortune liquide s'écoule ainsi, jour après jour, dans le lit de la Furieuse, cette rivière au nom de torrent colérique qui traverse la ville. Et les administrateurs regardent couler ce gaspillage comme on regarde saigner une plaie qu'on ne sait pas fermer. Et la ville ne peut rien y changer, car la ville ne peut pas grandir. Salins s'étire tout au long d'une gorge étroite, coincée entre deux versants abrupts que couronnent deux forts, serrés autour de ses puits comme autour d'un trésor. Les bâtiments des salines occupent le fond de la vallée. Les maisons s'accrochent aux pentes, et il ne reste nulle part la place d'installer de nouvelles chaudières, de nouveaux magasins, de nouveaux logements. L'industrie qui a fait naître la cité l'étouffe désormais entre ses murs. Dans les ruelles, la fumée stagne, plaquée au sol par les hauteurs qui ferment l'horizon. Les façades portent une patine grise de suie. Le linge étendu prend l'odeur du feu de bois. Et le voyageur qui lève les yeux ne voit qu'une bande de ciel prise entre deux crêtes. Il y a aussi le danger. Dans cette ville de bois et de feu perpétuel, l'incendie est une menace permanente. Et la mémoire locale garde le souvenir de flammes ayant dévoré des quartiers entiers. Le paradoxe est cruel. Le sous-sol regorge de sel. La demande ne faiblit pas. La Suisse voisine, dépourvue de sources salées suffisantes, achète par contrat entier tout ce que la région peut produire. Ce marché helvétique, stable et solvable, vaut à lui seul une province. Et pourtant l'entreprise s'enfonce. Le bois renchérit, les eaux s'appauvrissent, l'espace manque. Les administrateurs de la ferme générale, qui exploitent les salines pour le compte du roi, voient fondre les bénéfices d'un monopole en principe imperdable. Pendant des années, on tente de rafistoler l'existant. On perfectionne les fourneaux, on discipline la consommation de bois, on expérimente, on rapporte, on rédige des mémoires. Rien n'y suffit. Le problème n'est pas dans les détails, il est dans la géographie même du lieu, et la géographie ne se réforme pas par ordonnance. Au printemps 1773, la décision tombe de très haut. Le 29 avril, un arrêt du Conseil du roi ordonne d'abandonner l'acharnement coûteux sur les petites eaux de Salins et de bâtir une saline entièrement nouvelle, ailleurs, sur un site choisi librement. La formule paraît anodine, elle est en réalité révolutionnaire. Depuis des siècles, en Europe, on fait bouillir le sel là où il sort de terre, au-dessus des sources, quitte à subir toutes les contraintes du lieu. L'usine est esclave de son gisement, comme le moulin l'est de sa rivière. Pour la première fois, on renverse le raisonnement. Puisque la source ne peut pas déménager, on déplacera tout le reste, les chaudières, les magasins, les ouvriers, la fabrique entière. Une commission technique de la ferme générale parcourt alors la région pour trouver l'emplacement idéal. On pèse les distances, les routes, les rivières, les réserves de bois, et le choix se porte sur une plaine largement ouverte, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Salins, entre deux villages dont les noms vont bientôt se souder pour l'histoire, Arques et Senans. Vu de la vallée encaissée de Salins, le contraste est saisissant. Ici, tout est horizontal, dégagé, disponible. Le regard porte loin, le vent circule, la terre ne demande qu'à recevoir des fondations. La rivière Loup coule à proximité, assez puissante pour flotter des trains de bois. La route du sel vers la Suisse, cliente principale et fidèle, passe à portée commode. Et surtout, à quelques centaines de mètres du site choisi, commence une masse sombre qui ferme tout l'horizon du sud, la forêt de Chaux. Cette forêt change l'échelle du problème. Plus de 40 000 arpents d'un seul tenant, environ 20 000 hectares de chênes, de hêtres et de charmes, le deuxième massif feuillu de France, propriété de la couronne, peuplé de bûcherons et de charbonniers qui vivent depuis des siècles dans des huttes au cœur des coupes. Là où Salins agonise faute de fagots, la plaine d'Arc-et-Senans touche du doigt une réserve de combustible presque inépuisable à l'échelle d'un siècle. Marcher de la lisière au site de la future saline prend quelques minutes.
Le calcul tient en une phrase. Au lieu d'apporter éternellement la forêt jusqu'au sel, on apportera une seule fois le sel jusqu'à la forêt. Une seule fois, car la solution imaginée ne consiste pas à transporter des tonneaux de saumure par charroi, ce qui ne ferait que remplacer un trafic de bois par un trafic d'eau, des essieux brisés et des chevaux fourbus en plus. L'idée est plus audacieuse. Relier les puits de Salins à la nouvelle manufacture par une conduite enterrée, un canal artificiel et souterrain dans lequel l'eau salée voyagera seule, silencieusement, sans chevaux ni tonnebiers. L'architecte chargé du projet, Claude-Nicolas Ledoux, qui inspecte alors les salines de l'Est en qualité de commissaire du roi, résume l'affaire d'un trait devenu célèbre. Il écrit qu'il est plus facile de faire voyager l'eau salée que de voiturer une forêt en détail. Derrière l'élégance de la formule se cache un constat de bon sens économique. L'eau coule gratuitement, le bois se transporte à prix d'or. La géographie offre d'ailleurs un allié inespéré. Salins est perché nettement plus haut que la plaine d'Arc-et-Senans. Le dénivelé entre le départ et l'arrivée avoisine la centaine de mètres, la hauteur d'une grande cathédrale. Il suffira donc d'incliner correctement la conduite pour que la saumure descende d'elle-même, par simple gravité, sans qu'aucune pompe, aucune roue, aucun mécanisme ne la pousse. Les petites eaux que Salins jetait à la rivière deviendront, au bout de leur voyage souterrain, la matière première d'une manufacture neuve, installée au large, à l'aise, au bord d'un océan de bois. Sur le papier, tout s'emboîte avec une netteté presque insolente. La plaine, la rivière, la forêt royale, la pente favorable, la clientèle suisse au bout de la route. Restait à donner un corps à ce raisonnement, à décider quel mur on élèverait sur cette plaine nue. Un simple hangar à chaudière aurait répondu à la question posée par les économistes. Ce qui allait sortir de terre entre Arc et Senans répondait à une toute autre ambition. Et c'est là que l'histoire d'un problème de bois de chauffage devient l'histoire d'un des bâtiments les plus étonnants d'Europe. À l'automne 1771, un homme de 35 ans, élégamment vêtu à la mode de Paris, pousse la porte d'une vieille berne de Lorraine, l'un de ces ateliers où l'on cuit le sel, et s'arrête sur le seuil. La chaleur le frappe au visage comme une gifle. Dans la pénombre, des silhouettes à demi nues s'agitent autour de poêles gigantesques où bouillonne la saumure. La vapeur âcre pique les yeux, le sel croûte sur les poutres noircies, l'eau ruisselle des murs rongés. Cet homme n'est ni saunier ni financier. Il s'appelle Claude-Nicolas Ledoux, il vient d'être nommé commissaire des salines de Lorraine et de Franche-Comté, et ce qu'il découvre dans ces bâtiments décrépits va décider de la suite de toute cette histoire. Rien pourtant ne destinait cet homme aux chaudières. Ledoux naît en 1736 à Dormans, en Champagne, dans une famille de modestes négoces. Un garçon doué, remarqué par ses maîtres, envoyé à Paris grâce à une bourse, formé d'abord à la gravure avant de passer à l'architecture dans l'atelier de Jacques-François Blondel, le grand professeur du siècle. Puis auprès d'ingénieurs qui lui apprennent la charpente, l'hydraulique, l'art de bâtir solide autant que beau. Il n'a derrière lui ni fortune, ni nom, ni protecteur de naissance. Il possède en revanche 3 armes redoutables, un talent de dessinateur qui séduit au premier regard, une ambition sans complexe et un sens aigu des personnes qu'il faut connaître. Dans le Paris des années 1760, il enchaîne les commandes pour une clientèle brillante. L'hôtel d'Allouil pour un colonel des gardes suisses, des demeures pour des parlementaires et des femmes du monde, le château de Bénouville en Normandie pour un marquis fortuné. Ces façades tranchent sur le goût du temps. Des volumes simples, des colonnes puissantes, une géométrie affirmée là où la mode aime encore la courbe et l'ornement rocaille. On le trouve arrogant, cassant, incapable de tenir un budget. On lui reconnaît du génie, et dans le Paris d'alors, le second point pardonne largement les 3 premiers. C'est précisément cette clientèle de financiers qui lui ouvre la porte décisive. Parmi ses commanditaires figurent des hommes de la ferme générale, cette compagnie qui perçoit pour le roi les impôts indirects, la gabelle en tête. Or, la ferme n'a pas seulement besoin d'hôtels particuliers pour ses associés. Elle administre aussi tout l'appareil matériel de l'impôt du sel, entrepôts, greniers à sel, bâtiments de production disséminés dans les provinces. Devenir l'architecte attitré de ces messieurs, c'est mettre la main sur le plus gros portefeuille de commandes du royaume, plus régulier que les caprices des marquis, mieux payé que les concours académiques. Ledoux y parvient, et la nomination de 1771 en découle. Inspecter les salines de l'Est,
endresser l'État, proposer des améliorations. Le commissaire prend sa mission au sérieux, bien au-delà de ce qu'on attend d'un contrôleur de passage. De tournée en tournée, de Lorraine en Franche-Comté, il ausculte ses usines héritées du Moyen-Âge, celles de Salins, de Lons-le-Saunier, de Montmoreau, et son œil de bâtisseur enregistre tout, les ateliers sombres où l'on ne surveille rien, les circulations absurdes qui font perdre des heures et multiplient les occasions de vol, les logements insalubres collés aux fournaises, où les familles des sauniers respirent jour et nuit les vapeurs salées, le désordre général d'installations qui ont grandi par rafistolage successif pendant des siècles. Là où l'administration voit des comptes à redresser, le Doubs voit un problème d'architecture. Dans son esprit se forme peu à peu une conviction. Une manufacture n'est pas un tas de hangars, c'est un organisme. Et l'on peut le dessiner d'un seul geste, rationnel, clair, sain, avant même de poser la première pierre. L'idée paraît aujourd'hui évidente. Elle est alors sans précédent, car personne, nulle part en Europe, n'a encore conçu une usine entière comme une œuvre d'architecture. Sans le savoir encore, l'inspecteur des vieilles salines est en train de dessiner, en creux, celle qui n'existe pas. Mais une conviction ne suffit pas, il faut un titre. Pour recevoir un jour une commande de l'ampleur qu'il devine, l'architecte des fermiers doit devenir architecte du roi, et ce grade suprême passe par l'Académie royale d'architecture, cénacle jalousement gardé où l'on entre d'ordinaire par les grands prix, les séjours à Rome et la patience des protections officielles. Le Doubs, formé hors des circuits du prix de Rome, n'y entre pas par la grande porte des concours. Il y entre par la porte dorée de la cour. Cette porte a un visage, celui de Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV, ancienne modiste devenue la femme la plus enviée et la plus détestée de Versailles. Pour elle, le Doubs construit à Louvciennes, au-dessus de la Seine, un pavillon de réception d'une pureté qui fait sensation. Un dé de pierre aux lignes nettes, sans fioritures, précédé d'un péristyle où la comtesse inaugure les lieux par une fête que la cour entière commente et dont le peintre Moreau le Jeune fixe la scène pour la postérité. La favorite est conquise. Elle lui commande encore des écuries à Versailles et elle sait se montrer reconnaissante. En 1773, son appui pèse de tout son poids dans l'élection de Ledoux à l'Académie. Le fils du marchand de Dormans porte désormais le titre d'architecte du roi. Entre les mains d'un homme qui connaît intimement les salines, leurs défauts et leurs comptes, ce titre ressemble à une clé posée devant une serrure. Il faut mesurer ce que cette ascension doit au hasard des faveurs. Sans le caprice architectural d'une favorite, pas de fauteuil académique. Sans fauteuil, pas de titre royal. Sans titre, jamais la couronne n'aurait confié à un simple architecte de la ferme le plus ambitieux chantier industriel du règne. La grande saline de Franche-Comté, avant d'être fille de la géographie et du bois de chauffage, est fille des salons de Louvciennes. Les contemporains ne s'y trompent pas, qui murmurent que le protégé de la du Barry monte bien vite, et les jaloux de l'Académie ne lui pardonneront jamais tout à fait cette entrée par effraction élégante. Cette protection éclatante porte pourtant en elle une ombre, que personne ne peut encore distinguer dans le scintillement des lustres. S'attacher si visiblement à la cour, briller par la faveur d'une favorite, bâtir pour les fermiers généraux les plus riches et les plus détestés du royaume, c'est lier son destin à un monde que l'on croit éternel. 20 ans plus tard, ce monde s'effondrera dans un fracas que nul ne soupçonne, et les amitiés d'aujourd'hui se paieront au prix fort. Pour la comtesse de Louvciennes, ce prix aura la forme d'un échafaud. Pour l'architecte comblé, celle d'une cellule. Mais en 1773, ces ombres n'existent pas encore. Il n'y a qu'un homme au sommet de sa trajectoire, un titre tout neuf et une idée d'usine parfaite qui mûrit dans les cartons au fil des tournées d'inspection. L'heure, justement, vient de sonner. Au moment précis où Ledoux reçoit son titre, le Conseil du roi a décidé de bâtir la saline nouvelle dans la plaine d'Arquessenan. L'administration cherche un homme capable de dessiner une manufacture entière à partir d'une feuille blanche. Il n'en existe qu'un dans le royaume qui soit à la fois architecte du roi, familier de la ferme générale et connaisseur intime des salines de l'Est, jusqu'à l'odeur de leur vapeur et aux détails de leurs registres. La commande tombe entre ses mains comme un fruit mûr. Ce que personne ne prévoit en revanche, c'est ce que cet homme va oser poser sur le papier. Non pas l'usine économe qu'on lui demande, mais quelque chose que l'Europe n'a jamais vu,
et qui manquera de faire échouer toute l'affaire avant le premier coup de pioche. Au printemps 1774, dans les bureaux parisiens de la ferme générale, des hommes en habits sombres se penchent sur un plan qui les laisse sans voix. Ce qu'ils découvrent n'est pas une saline, c'est une ville. Ledoux a dessiné un immense carré bordé de galeries à colonnes, des cours monumentales, des pavillons ordonnés comme les ailes d'une résidence princière, une chapelle en position d'honneur, des logements, des ateliers pris dans une composition digne d'un palais italien, des arcades à perte de vue pour abriter les circulations, de la pierre de taille partout, une symétrie souveraine, le tout pour faire bouillir de l'eau salée. Les financiers font les comptes, pâlissent et rendent leur verdict. Ce projet est somptueux, il est irréalisable, il est refusé. L'homme qui prononce ce refus mérite qu'on s'arrête sur lui, car sans lui, rien ne se comprend. Il s'appelle Jean Roux Monclar, et il n'est ni ministre ni courtisan. C'est un entrepreneur. Un an plus tôt, en 1773, Louis XV, dont les caisses sont à sec après des décennies de guerre et de dépenses de cour, a réglé le financement de la future saline par une méthode éprouvée de l'Ancien Régime. La couronne ne paiera rien. Une compagnie privée, conduite par Monclar, reçoit l'exploitation des Savines pour 24 années. En échange, elle avance tous les capitaux et construit la manufacture à ses frais. À l'expiration du bail, l'ouvrage reviendra au domaine royal, amorti, rentable, prêt à servir. Le roi obtient une usine et des recettes fiscales sans débourser un écu. Les associés comptent se rembourser largement sur le sel, dont ils connaissent les marges mieux que personne. La saline sera royale par le nom, l'autorité et le prestige, par l'argent, elle sera privée. Et celui qui paye regarde les colonnades d'un tout autre œil que celui qui règne. Chaque arcade du beau carré de Ledoux, Monclar la voit en livre tournoi, et l'addition lui paraît folle. Le refus met l'architecte en fureur. Ledoux, blessé au vif, se répand en sarcasme contre les financiers. Il écrira plus tard que ces délégués de Plutus, dieu de l'argent, passaient la moitié du jour à tailler leurs plumes et l'autre moitié à neutraliser l'encre qu'elles contenaient. La formule est cruelle et injuste à demi. Les hommes de Monclar ne neutralisent pas tout. Ils exigent seulement que le génie tienne dans un budget. On reproche aussi au premier projet, au-delà du coût, de mal répondre aux contraintes du terrain et du métier. L'orgueil de l'artiste encaisse le tout comme un seul affront. Sommé de revoir sa copie, Ledoux se remet au travail, la rage au ventre. Et de cette contrainte furieuse sort un second projet, plus ramassé, plus économe et paradoxalement plus audacieux que le premier. L'histoire de l'architecture connaît peu de revanches aussi éclatantes. C'est le projet corrigé sous la contrainte des comptables, non le rêve initial, qui entrera dans le patrimoine de l'humanité. Ce second dessin abandonne le carré pour une figure que personne n'a jamais appliquée à une usine, un demi-cercle parfait. Sur le diamètre, les bâtiments majeurs alignés comme sur une corde tendue. Sur l'arc, les autres pavillons régulièrement espacés. Au centre géométrique, la maison du directeur, d'où le regard embrasse tout. Ledoux justifiera cette forme par une image restée fameuse, en la disant pure comme celle que décrit le soleil dans sa course. Mais derrière la poésie solaire se cache un argument que les financiers, eux, savent lire couramment. Le demi-cercle raccourcit tous les trajets, puisque chaque bâtiment de l'arc regarde directement le centre. Il supprime les angles morts, il concentre la surveillance en un seul point. Il réduit la longueur des murs, donc la pierre, donc la dépense. La beauté et la comptabilité, pour une fois dans le siècle, signent le même plan. Monclar s'incline, l'administration transmet. Il ne manque plus que la signature du maître de tout. Elle vient le 27 avril 1774. Louis XV, roi de France depuis presque 60 ans, le règne le plus long de l'histoire du royaume après celui de son arrière-grand-père, approuve le projet de la saline en demi-cercle. Une tradition rapportée bien plus tard, jusque par les gardiens actuels du monument, veut que la signature ait été donnée à Louvciennes, sous le toit même que Ledoux avait bâti pour Madame du Barry, entre deux fêtes de la favorite. Aucune archive ne le confirme, et l'on tiendra l'anecdote pour ce qu'elle est, une légende trop belle, de celles qui ornent les grandes histoires sans qu'on puisse tout à fait les chasser. Ce qui est certain, en revanche, tient du romanesque pur. Le roi qui signe est un homme presque mort. Le même printemps,
la petite vérole se déclare à Versailles. Le corps du souverain se couvre de pustules. La cour fuit la contagion. Les courtisans comptent les jours dans les antichambres. Le 10 mai 1774, 13 jours après avoir approuvé le plan d'une manufacture de sel au fin fond de la Franche-Comté, Louis XV s'éteint dans la puanteur et l'effroi, si redouté des vivants qu'on l'enterre de nuit, presque à la sauvette, dans un cercueil de plomb scellé. 13 jours. La saline la plus ambitieuse d'Europe tient tout entière dans ce fil-là. Restait à savoir ce que deviendrait, dans le chaos d'un changement de règne, une signature apposée par un mourant sur un projet de province. Un successeur de 20 ans monte sur le trône, timide, mal préparé, entouré de ministres pressés de rompre avec les mœurs et les dépenses du règne défunt. La du Barry, protectrice de l'architecte, est chassée de la cour en quelques jours et enfermée dans un couvent. Le premier fil qui portait le projet vient de casser. Puis le nouveau contrôleur général des finances, Turgot, apôtre de l'économie politique naissante, martèle sa règle de fer, ni banqueroute, ni emprunt, ni impôt nouveau, et passe au crible impitoyable tout ce qui coûte au trésor. Un projet signé par le roi mort, porté par la créature d'une favorite disgraciée, dessiné par un architecte réputé dépensier, aurait dû s'éteindre d'un simple haussement d'épaule ministériel. Il survit, précisément parce qu'il ne demande rien au trésor. L'argent est celui de Monclar, et la saline promet des recettes fiscales, non des dettes. Aux yeux de Turgot, l'affaire est même vertueuse. Du sel en plus, des rentrées en plus, zéro dépense publique. Louis XVI laisse donc courir la signature de son grand-père. L'usine Palais, condamnée d'avance par la nouvelle austérité si elle avait coûté un seul écu public, passe entre les gouttes de l'histoire par la grâce d'un montage financier. Le 15 avril 1775, dans la plaine entre Arques et Senan, on pose la première pierre. Il faut imaginer la scène à ras de terre. Un pré ordinaire du Val-de-Loup, l'herbe couchée par le vent d'ouest, la masse sombre de la forêt de chaux fermant l'horizon, des arpenteurs qui tendent leurs cordeaux entre des piquets de bois, des tombereaux de moellons qui s'alignent, et, quelque part sur ces sillons tracés à la craie, l'emplacement exact où s'élèvera un jour le fronton du bâtiment central. Les paysans des deux villages regardent, entre curiosité et méfiance, ces messieurs de Paris mesurer leur pâture. Rien ne distingue encore ce chantier d'un autre, sinon un détail que les terrassiers ignorent. Les lignes qu'ils suivent dessinent la moitié d'un cercle parfait, et l'homme qui les a tracées ne considère pas du tout qu'il construit une simple usine. Reste la question de l'argent, et elle rattrape vite tout le monde. Dès 1778, avant même l'achèvement des travaux, un rapport interne de la ferme, dû à la plume du fermier général Audry, constate froidement que les dépenses ont doublé par rapport au devis. Le carré refusé pour cause de folie somptuaire renaît, ligne après ligne, dans les comptes du demi-cercle. La pierre de taille, les sculptures, les charpentes gigantesques, les fondations plus profondes que prévues dans cette plaine humide dévorent les avances de la compagnie. Monclar et ses associés découvrent à leurs dépens ce que tous les clients de Ledoux savaient déjà. Avec cet homme, le devis est un point de départ, jamais une limite. Mais le mécanisme choisi en 1773 joue alors à plein. Et c'est peut-être l'ironie la plus fine de toute l'affaire. Ces dépassements qui auraient fait scandale au Parlement, alimenté les pamphlets et peut-être enterré le chantier, ne coûtent pas un denier à la couronne. Il reste une affaire privée entre des financiers et leur architecte. Le roi de France s'est offert le luxe inouï d'un palais industriel payé par d'autres, et les mécontents n'ont pour se plaindre que leur propre registre. Pendant 4 années, de 1775 à 1779, la plaine d'Arc-et-Senans devient l'un des chantiers les plus étranges d'Europe. Étrange d'abord par sa vitesse. 4 ans, à une époque où une cathédrale occupe des générations de bâtisseurs et où un château se transmet inachevé de père en fils, c'est un claquement de doigts. Les carrières de calcaire des environs travaillent sans relâche. Les chariots de pierre convergent vers la plaine par les chemins durcis. Les villages alentours fournissent les manœuvres, les tailleurs de pierre, les charpentiers, et les paysans de la région, requis par corvée, empierrent les routes qui mèneront le bois et le sel. 11 bâtiments sortent de terre presque simultanément, ordonnés sur leur demi-cercle de 370 mètres de diamètre, une distance telle qu'un homme debout à une extrémité paraît une figurine à l'autre, et qu'il faut de longues minutes de marche pour parcourir le front des façades. Sur le pré d'hier grandit, saison après saison,
une composition que nul voyageur ne sait nommer, trop vaste pour un couvent, trop ordonnée pour une ville, trop noble pour une fabrique. Celui qui approche de l'ouvrage achevé comprend immédiatement pourquoi les contemporains s'étranglent. Face à lui se dresse le bâtiment des gardes, l'unique entrée de tout l'ensemble. Et cette entrée est un portique de 6 colonnes doriques, trapues, sans base, plantées directement dans le sol comme celles des temples grecs les plus archaïques, ceux de Paestum, que l'Europe savante vient tout juste de redécouvrir avec stupeur. Des colonnes de temples antiques pour saluer des tombereaux de bois de chauffage. Passé le portique, le visiteur ne trouve ni vestibule ni salle d'apparat, mais une grotte. Le Doubs a sculpté dans la pierre une caverne artificielle, un chaos de rochers bruts d'où semblent suinter des concrétions minérales figées, comme si l'on pénétrait dans les entrailles même de la terre d'où sort le sel. La main qui se pose sur cette fausse roche en éprouve le grain rugueux et frais. L'oreille perçoit le changement d'acoustique sous la voûte. L'œil, accoutumé un instant à la pénombre minérale, reçoit ensuite de plein fouet la lumière du vaste espace intérieur, la grande cour en hémicycle ouverte sur le ciel. De l'ombre de la caverne à l'éclat du grand œuvre, le passage est une mise en scène, réglée comme au théâtre, et chaque visiteur, depuis 2 siècles et demi, l'a subie exactement comme l'architecte l'a voulu. Ce langage de pierre se poursuit sur les façades. De place en place, les murs des bâtiments de production portent d'énormes urnes sculptées, penchées, d'où s'échappe un flot pétrifié, de l'eau salée changée en pierre au moment même où elle se déverse. Aucune inscription, aucun panneau, aucune allégorie savante réservée aux initiés. Le bâtiment lui-même déclare sa fonction à quiconque le regarde, fût-il incapable de lire. Les théoriciens donneront plus tard un nom à cette manière, l'architecture parlante, l'architecture qui parle. Ici, elle raconte l'eau, le sel, la source et le feu, avec la gravité d'un temple racontant ses dieux, et ce parti pris fera école bien au-delà du siècle, jusque chez les architectes qui, 200 ans plus tard, chercheront à rendre au bâtiment le pouvoir de signifier quelque chose. Au centre exact du demi-cercle s'élève la pièce maîtresse de tout le dispositif, la maison du directeur. Un fronton triangulaire massif, un péristyle solennel, une galerie de colonnes enveloppant l'entrée, et surtout des colonnes comme l'Europe n'en a jamais vu. Des fûts où alternent régulièrement tambours cylindriques et blocs cubiques, du rond, du carré, du rond, du carré, sur toute la hauteur. Cette invention, signature personnelle de Ledoux qu'aucun traité ancien n'autorise, donne aux colonnes une puissance rude, presque brutale, comme si la géométrie élémentaire s'était faite matière et se montrait à l'œuvre, sans le voile des ordres classiques. Les puristes de l'Académie y verront une faute de grammaire. La postérité y reconnaîtra un manifeste. Derrière ce front de temple ne siège pourtant ni prêtre ni prince, mais un directeur d'usine avec ses commis, ses balances et ses registres. L'axe du bâtiment aligne l'entrée, l'escalier monumental et l'autel de la chapelle intérieure. L'autorité qui administre et celle qui bénit occupent la même ligne droite, au point focal d'où l'on voit tout, et les employés rassemblés pour l'office lèvent les yeux vers le même centre d'où descendent les jours ouvrables, les ordres et les paix. Il n'y a dans tout cela ni or, ni marbre, ni dorure. Le luxe de la saline est d'une autre nature. C'est le calcaire local, gris et blond, qui prend au couchant une teinte chaude de pain cuit. Ce sont des proportions calculées, des masses équilibrées, des ombres portées qui dessinent les volumes mieux que n'importe quel ornement. C'est l'appareil des pierres à bossage, laissées volontairement rugueuses, qui accroche la lumière rasante du matin. Cette sobriété coûte pourtant fort cher, on l'a vu dans les comptes, et elle scandalise doublement. Les gens de finance y voient de l'argent, enterré dans du décor inutile. Les gens de goût s'offusquent qu'on gaspille la grammaire sacrée des temples pour une fabrique à Saumur. Les gens du pays, eux, contemplent avec des sentiments mêlés ce colosse de pierre de taille poussé au milieu de leur chaumière et de leur potager. Le reproche revient sans cesse sous les plumes de l'époque. On a bâti là un véritable palais royal à destination industrielle. La formule se veut assassine. Elle est mot pour mot la définition exacte de ce que Ledoux a voulu faire. Car rien, dans cette apparente folie, n'est gratuit. Et c'est ici que le paradoxe commence à se dénouer. Le siècle qui construit la saline est celui des Lumières, et les Lumières professent une conviction neuve, révolutionnaire à sa manière.
Le cadre de vie façonne l'homme. Un atelier sombre et chaotique produit du désordre, de la maladie, du vice. Un espace clair, régulier, harmonieux produit de l'ordre, de la santé, du travail bien fait. Les médecins du temps dissertent sur l'air et la lumière, les philosophes sur l'influence des lieux, les administrateurs sur l'hygiène des manufactures. Ledoux, lecteur de son époque, traduit tout cela en pierre. Loger la production et les producteurs dans une architecture noble n'est pas un caprice esthétique, c'est un programme moral. Élever les murs pour élever les âmes. À cette philosophie s'ajoute un calcul politique que la couronne comprend fort bien. Le sel est le pilier fiscal de la monarchie. La manufacture qu'il incarne doit inspirer le respect, imposer par sa seule masse l'idée d'un ordre puissant et indiscutable. Un hangar se pille ou se nargue, un temple s'admire et se craint. La majesté des façades est une pièce du dispositif de l'impôt au même titre que les registres et les serrures. Les siècles suivants donneront raison à cette ambition au-delà de toute mesure. Ce que les contemporains moquaient comme une extravagance sera un jour désigné, par les instances mêmes du patrimoine mondial, comme l'acte de naissance d'une idée neuve. Pour la première fois dans l'histoire, une usine avait été conçue et bâtie avec le même soin, la même qualité d'architecture qu'un palais ou qu'un grand sanctuaire. Le travail, activité obscure reléguée depuis toujours dans les arrière-cours et les faubourgs, recevait pour la première fois des colonnes, un fronton et de la lumière, et cette promotion silencieuse annonçait, à sa façon, le siècle industriel qui allait suivre. En 1779, quand les premiers feux s'allument sous les poêles, personne ne mesure encore cette portée. On voit seulement, posé au bord de la forêt de chaux, un demi-cercle de pierre blonde qui ne ressemble à rien de connu et qui attend son eau salée. Aujourd'hui encore, un promeneur qui suit les vallées de la Furieuse puis de la Loue marche sans le savoir au-dessus d'un fantôme. Sous les prés, les vergers et les chemins court le tracé d'un ouvrage disparu qui fut, en son temps, aussi vital pour la Saline que le cœur l'est au corps. Une conduite enterrée de plus de 21 kilomètres par laquelle une rivière artificielle d'eau salée coula sans interruption pendant plus d'un siècle. Les gens du pays lui donnèrent un nom qui sonne comme un mot d'ingénieur romain, le Sommoduc, le chemin de la Saumure. Un sentier balisé permet aujourd'hui d'en suivre le tracé de bout en bout, de Salins à Arquessenan. Le marcheur y croise encore, de loin en loin, quelques regards maçonnés et de petites voûtes de pierre, derniers témoins visibles de la rivière enterrée. L'ouvrage fut confié à un homme dont l'histoire a presque oublié le nom, le géomètre Denis-François Dèze. Sa mission tenait de la gageure, mener l'eau de Salins à Arquessenan sur 21 km², sans pompe, sans machine, sans autre moteur que la pente. Le terrain lui offrait un capital précieux, une centaine de mètres de dénivelé entre le départ et l'arrivée, la hauteur d'un immeuble de 30 étages réparti sur toute la distance, soit une inclinaison moyenne de quelques millimètres par mètre. Mais ce capital ne pardonnait aucune erreur. Une pente trop faible et l'eau stagne, croupit, gèle. Un contreversant mal négocié et tout s'arrête. Il fallut arpenter les vallées pied à pied, niveau et chaîne en main, épouser le cours des deux rivières, contourner les mamelons, calculer chaque section pour que la gravité, et elle seule, fasse éternellement le travail des chevaux. Le tracé retenu traverse les finages de plusieurs villages, franchit des routes, passe sous des chemins. À chaque obstacle, une solution maçonnée, discrète, enterrée. La conduite elle-même sortit tout entière de la forêt. Des milliers de troncs de sapins furent abattus dans les futaies du Jura, choisis droits et sains, et vidés sur toute leur longueur à la tarière, cet outil de charpentier semblable à une immense vrille, puis emboîtés bout à bout, ferrés aux jointures par des frettes de métal, formant deux lignes parallèles de tuyaux de bois, une double canalisation pour doubler le débit et permettre de réparer une file sans jamais interrompre l'autre. Puis on enterra le tout. La terre protégeait le bois du gel qui l'aurait fait éclater, de l'alternance de pluie et de soleil qui l'aurait fendu, et surtout des hommes. Car cette rivière invisible transportait de l'argent à l'état liquide, et chacun le savait sur son passage. Il suffisait d'un vilebrequin, d'une nuit sans lune et d'un seau pour se servir à même le royaume, percer discrètement le tuyau, recueillir la saumure, reboucher tant bien que mal, faire bouillir le butin dans l'âtre familial et vendre sous le manteau un sel qui n'avait jamais vu la gabelle.
Le fauçonnier des grands chemins avait trouvé son cousin des campagnes, le perceur de conduite, plus discret, plus difficile à prendre, presque impossible à dissuader. La réponse de l'administration fut à l'échelle de la menace. Tout au long du tracé s'échelonnèrent des postes de garde, une dizaine de stations de pierre où des agents assermentés mesuraient jour après jour deux grandeurs simples, le débit de l'eau qui passait et sa teneur en sel, éprouvée au pèse-liqueur. Chaque samedi, les relevés de tous les postes convergeaient vers la saline, où les commis les comparaient ligne à ligne, poste après poste, section après section. Si le volume arrivé ne correspondait pas au volume parti, la différence avait un nom, fuite ou vol. Et dans les deux cas, on dépêchait des hommes inspecter la section suspecte, sonder la terre, chercher la trace fraîche d'un remblai remué. Le sentier qui reliait ces postes à travers bois et prairies reçut du peuple un surnom resté dans la mémoire locale, le chemin des Gabelous, la route des gardes du sel. Une comptabilité hebdomadaire pour une rivière enterrée, des bilans de matière avant la lettre. Le XVIIIe siècle inventait là, sans le savoir, la surveillance de pipeline, avec un siècle et demi d'avance sur le pétrole. Or l'eau qui arrivait au bout de ce voyage restait pauvre, chargée d'à peine 30 grammes de sel par litre, la salinité d'une mer ordinaire, et la brûlée telle qu'elle aurait englouti la forêt de chaux en quelques décennies. C'est ici qu'intervenait le maillon le plus spectaculaire et le plus oublié de toute la chaîne, le bâtiment de graduation. Imaginons une galerie de charpente de près de 500 mètres de long, 5 fois la longueur du palais de l'Élysée, dressée en travers des vents dominants près de la Loue et remplie sur 7 mètres de hauteur de fagots d'épines soigneusement empilés, des murailles entières de branchages noirs. Au sommet, des rigoles déversaient la saumure, qui descendait ensuite en pluie lente de branche en branche, s'étalant en pellicule mince sur des milliers de rameaux, offrant au vent une surface d'évaporation démesurée. L'air, en traversant cette muraille ruisselante, buvait l'eau douce au passage et laissait le sel se concentrer dans les gouttes. Arrivé en bas, recueilli dans un vaste réservoir de 900 mètres cubes, la saumure était déjà sensiblement enrichie sans qu'on eût brûlé une seule bûche. Le soleil et la bise de Franche-Comté travaillaient gratuitement, jour et nuit, et chaque gramme de sel gagné par le vent était un fagot épargné par le feu. De cette cathédrale de branchage, il ne reste aujourd'hui que des vestiges au ras du sol. Sa disparition explique qu'on oublie si souvent que la saline fut un système, et non un seul monument. Alors seulement commençait l'épreuve du feu véritable. Dans les deux bernes, les grands vaisseaux de production encadrant la maison du directeur, la saumure concentrée se déversait dans des poêles, d'immenses bassins de tôle noire, larges comme des salles de bal, montés sur des fourneaux de briques que des gueules béantes permettaient de nourrir sans relâche. On allumait et l'on n'éteignait plus. Une cuite. C'est ainsi qu'on nommait chaque cycle d'évaporation, durait de 24 à 72 heures de feu continu, 3 jours et 3 nuits parfois, pendant lesquels les sauniers se relayaient dans la vapeur brûlante, écumant la surface, ratissant vers les bords les cristaux naissants, tisonnant, rechargeant, veillant. L'air des bernes était un brouillard salé qui piquait la gorge et déposait sur chaque poutre, chaque outil, chaque visage une poudre blanche. Le sel rongeait le fer des outils, le cuir des souliers et jusqu'au mur, dont la pierre s'effritait lentement sous la morsure, préparant de loin les grands travaux que le XXe siècle devrait mener. Au sortir des poêles, le sel encore humide était pressé dans des moules de bois, séché en pain dur près des fourneaux, puis roulé en tonneaux neufs, œuvre des tonneliers maison vers les magasins d'expédition. Les chiffres du projet donnent le vertige tranquille des grandes machines. La manufacture était dimensionnée pour évaporer chaque année une masse d'eau d'environ 100 000 tonnes, l'équivalent en poids de 10 tours Eiffel entièrement transformées en vapeur au-dessus de la plaine. À l'entrée du système, des sources jaillissant dans une vallée du Jura, à la sortie, des pains de sel blancs alignés dans des magasins, entre les deux, 21 kilomètres de sapins creusés, une muraille de fagots battus par les vents, des poêles grandes comme des étangs et un feu qui ne mourait jamais. Aucun mystère dans tout cela, aucune technique impossible pour l'époque. L'Europe connaissait depuis longtemps les conduites de bois des fontaines urbaines et l'évaporation au vent des salines allemandes. Le génie tint dans l'assemblage, dans l'audace de penser toutes ces pièces éparses comme une seule machine longue de 21 kilomètres, dont le demi-cercle de pierre blonde n'était que la chambre finale, et dont le vrai secret restait invisible, enfoui sous les prés, fidèle au rendez-vous de chaque samedi dans les registres des Gabelous.
Parmi les détails du bâtiment des gardes, celui par lequel tout visiteur devait passer, il en est un que les plans mentionnent avec un naturel désarmant. Une cellule de prison, une vraie geôle, avec sa porte renforcée et son guichet, intégré dès l'origine au corps d'entrée, entre le logement du portier et les salles de contrôle, dessiné par la même main qui traçait les frontons et les colonnes. Une usine qui naît avec sa prison incorporée dit quelque chose d'essentiel sur elle-même. On n'y a pas seulement prévu de produire du sel, on a prévu d'y surveiller et d'y punir des hommes. Pour comprendre cette cellule, il faut franchir la porte et regarder vivre le monde clos qui s'étendait derrière, car la saline ne se vidait jamais. Environ 200 personnes vivaient en permanence à l'intérieur de l'enceinte. Les sauniers et leurs familles, les tonneliers qui fabriquaient les fûts d'expédition, les forgerons et les maréchaux qui entretenaient outils et attelages, les charretiers du bois, les commis aux écritures, les officiers de l'administration, les gardes et leurs sergents. Un village entier, avec ses métiers, ses enfants qui couraient dans la grande cour, ses vieillards au soleil des façades, ses querelles de voisinage et ses mariages entre familles d'ouvriers, mais un village d'un genre absolument inédit, entièrement dessiné d'avance, d'un seul trait, par un seul homme, jusqu'à l'emplacement de chaque foyer. Chaque famille logeait dans les grands bâtiments de l'arc, où les pièces d'habitation se groupaient autour d'un vaste foyer commun placé au centre du corps de logis. On y cuisait le pain, on s'y chauffait, on y veillait ensemble aux longues soirées d'hiver, selon un dispositif pensé pour économiser le bois jusque dans la vie domestique. Un seul grand feu partagé plutôt que 20 petits feux dispersés. La fumée s'échappait par une cheminée monumentale au faîte du toit, et ces pyramides fumantes au centre de chaque bâtiment disaient de loin que la cité travaillait et vivait. Le long du mur d'enceinte s'alignaient les jardins potagers, un lopin par famille, où poussaient des choux, les fèves et les raves du quotidien. La saline avait sa boulangerie, ses réserves, sa chapelle, presque tout ce qu'il fallait pour ne dépendre de rien ni de personne. Cette autarcie n'était pas un luxe, mais une nécessité calculée. Moins les habitants sortaient, moins les denrées entraient, plus le contrôle de l'unique porte restait simple. L'économie des trajets, argument qui avait fait triompher le demi-cercle sur le papier, se prolongeait ainsi dans l'assiette même des ouvriers. À première vue, le sort de ces gens pouvait faire des envieux dans les campagnes alentours, où l'on vivait dans des masures enfumées à la merci des mauvaises récoltes. Un toit solide et neuf, du travail assuré à l'année quand le journalier voisin tremblait à chaque morte saison, un feu entretenu, un jardin, du pain régulier et par-dessus tout un privilège exorbitant. Les ouvriers du sel étaient exemptés de la gabelle. Les hommes qui produisaient la marchandise la plus taxée du royaume ne payaient pas l'impôt qui écrasait tous les autres. Le paradoxe n'échappait à personne, et il avait sa logique froide. On n'affame pas de sel ceux qui vivent les mains dedans. On ne pousse pas au vol ceux qu'on veut honnêtes. Et le privilège attachait les familles à la manufacture mieux qu'aucun contrat. Perdre sa place, c'était perdre d'un coup le toit, le feu, le jardin et l'exemption. La douceur même du sort tenait lieu de chaîne. Mais ce confort avait un autre prix, et ce prix se lisait dans la pierre même. Il suffisait de lever les yeux. De n'importe quel point de l'enceinte, du seuil de n'importe quel logement, du sillon de n'importe quel potager, le regard tombait sur le fronton de la maison du directeur. La géométrie du demi-cercle y veillait. Tous les rayons convergent vers le centre, donc tous les regards, et donc aussi, en sens inverse, un seul regard suffit à les tenir tous. Des fenêtres du pavillon central, le directeur et ses commis embrassaient la totalité de leur petit monde. Les portes des bernes, les allées, les jardins, l'unique entrée au fond de la perspective. Pas de ruelles dérobées, pas d'angle mort, pas d'arrière-cour où s'attarder hors de vue. La courbe régulière des bâtiments supprimait jusqu'à la possibilité architecturale du secret. Même la nuit, la silhouette du pavillon central restait là, au centre de tout, masse sombre percée parfois d'une fenêtre éclairée, et nul ne pouvait dire si quelqu'un s'y tenait à observer. L'espace le plus noble du siècle était aussi le plus transparent, et cette transparence n'était pas un effet d'art, elle était le but. La raison de tant de vigilance tenait en un mot, toujours le même. Le sel valait de l'argent comptant, et tous ceux qui le touchaient étaient, par définition, en situation de tentation permanente. Une poignée de cristaux glissée dans une poche à la sortie de la berne, un pain dissimulé sous un manteau d'hiver, quelques livres de sel revendus au village voisin
où la gabelle multipliait les prix par 5 ou par 10. La fraude minuscule et quotidienne pouvait, multipliée par 200 habitants et 100 années d'exploitation, saigner la manufacture plus sûrement qu'un incendie. D'où l'entrée unique, où les gardes contrôlaient hommes et charrois dans les deux sens, à l'aller comme au retour. D'où la pesée et l'enregistrement obsessionnel de tout ce qui entrait et sortait, du bois au tonneau. D'où la cellule du corps de garde, pour les fraudeurs pris sur le fait, jugés et détenus sans même quitter l'enceinte. D'où, au dehors, les patrouilles sur le chemin des gabelous. La saline produisait du sel et, en même temps, avec la même rigueur méthodique, elle produisait du contrôle. Les registres, les pesées, les rondes et les regards formaient une seconde machine, invisible celle-là, emboîtée dans la première. Des historiens rapprocheront plus tard ce dispositif d'une invention conçue quelques années après, à la fin des années 1780, le panoptique du philosophe anglais Jeremy Bentham, cette prison idéale où un surveillant central invisible tient sous son regard tous les détenus disposés en cercle autour de lui. La parenté des formes est troublante, presque parfaite, et la comparaison éclaire bien des choses sur le siècle qui inventa l'une et l'autre. Il faut pourtant la manier pour ce qu'elle est, un rapprochement fait après coup par les chercheurs, nullement une filiation documentée. Rien n'indique que Bentham ait connu les plans de Franche-Comté, ni que Ledoux ait rêvé de prison en dessinant sa manufacture. L'architecte pensait ordre, économie des pas, clarté, salubrité, protection d'une valeur fiscale. Il se trouve que la géométrie qui optimise la production d'un trésor optimise aussi la surveillance des hommes. Et cette coïncidence-là appartient à la logique des formes, non à quelques projets cachés. Deux esprits du même siècle, penchés sur des problèmes différents, aboutir au même cercle. Voilà le fait, et il en dit plus long sur l'époque que n'importe quelle théorie. Reste que, vu du potager familial, la nuance philosophique pesait peu. Vivre à la Sabine, c'était vivre bien, et vivre vu. Les registres notaient les entrées et les sorties de chacun. Le règlement encadrait les heures de travail, les feux, les visites des parents du dehors. L'église même était dans la maison du maître, puisque la chapelle occupait le cœur du pavillon central et que les familles s'y rassemblaient dimanche après dimanche sous le même toit qui abritait la direction, les balances et les livres de compte. Travail, pain, prière et paix descendaient du même point focal, et l'enfant né dans l'enceinte apprenait, avant même de savoir parler, que toutes les lignes de son monde menaient au fronton central. Le demi-cercle enfermait ses habitants dans une main de pierre, largement ouverte vers le midi, douce à regarder, chauffée de calcaire blond, mais dont aucun doigt ne se desserrait jamais. Un palais, oui, et l'on comprenait mieux, à y vivre, pour qui il avait été bâti. Non pas pour ceux qui y faisaient bouillir l'eau salée, mais pour l'ordre invisible qui comptait chaque grain de sel au sortir des poêles. Dans les registres de la manufacture, une colonne de chiffres raconte, mieux que tous les mémoires, l'histoire d'une désillusion. Les projections initiales promettaient environ 60 000 quintaux de sel par an, 6 000 tonnes de cristaux blancs sortant chaque année des poêles pour les greniers du royaume et les contrats suisses. La réalité, décennie après décennie, s'obstina autour de 30 à 40 000 quintaux, la moitié ou les deux tiers de l'objectif, jamais davantage. La plus belle usine d'Europe, servie par la plus longue conduite du royaume, par une muraille de graduation de 500 mètres et par une forêt presque infinie, ne tint jamais la promesse chiffrée pour laquelle on l'avait bâtie. Les directeurs se succédèrent, les méthodes s'affinèrent, les rapports s'empilèrent. La colonne des quintaux, elle, ne bougea pas. Les causes n'avaient rien de mystérieux, et les administrateurs les connaissaient par cœur pour les avoir inventoriées 100 fois. La saumure perdait de sa substance en chemin, par les fuites des tuyaux de bois vieillissants, que l'humidité gonflait et que les étés fendaient, et par les ponctions des perceurs de conduite que les gabelous ne pouvaient tout surprendre. Les eaux de Salins restaient pauvres, fidèles à leurs 30 grammes par litre, et le vent de la graduation, si ingénieux fût-il, ne soufflait qu'à sa guise. Un été humide et sans brise ruinait des semaines de rendement. Les frais fixes d'un établissement conçu comme un monument, l'entretien des toitures immenses, des sculptures, des murs d'enceinte, pesaient sur chaque quintal produit. La manufacture gagnait de l'argent, mais elle en gagnait médiocrement, loin des espérances de 1774. Et le grand rêve comptable des concessionnaires rejoignit peu à peu, dans les cartons, le grand carré refusé de Ledoux.
L'ironie était complète. On avait renié l'architecture au nom du rendement, et c'est le rendement qui fit défaut. Puis vint l'événement que nul plan d'ingénieur ne pouvait prévoir, et il ne sortit pas de terre, mais de Paris. En 1789, le royaume s'embrasa. Parmi toutes les colères qui convergèrent vers la Révolution, la haine de la gabelle tenait l'un des premiers rangs. Elle emplissait les cahiers de doléances de milliers de paroisses, où le mot revenait comme une plaie qu'on montre. En décembre 1790, l'Assemblée abolit l'impôt du sel, et des feux de joie saluèrent la nouvelle dans les provinces. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de gabelous se retrouvèrent sans emploi, et le sel, pour la première fois depuis 4 siècles et demi, redevint une marchandise comme une autre. Mais pour la saline de la forêt de Chaux, cette liesse générale sonnait comme un avertissement voilé. Tout son être économique reposait sur le sel, cher, protégé, monopolisé. La voici désormais simple productrice d'une denrée ordinaire sur un marché qui, tôt ou tard, se peuplerait de concurrents. L'enceinte, les gardes, la géométrie du contrôle, le chemin des gabelous, tout ce dispositif conçu pour protéger un trésor fiscal veillait maintenant sur une marchandise en voie de banalisation, comme une armure taillée pour une guerre finie. L'usine continua pourtant de fumer, versée dans le giron des salines nationales de l'Est, traversant la Révolution, l'Empire et les restaurations, avec la ténacité des grandes machines lancées, dont le mouvement survit longtemps au monde qui les avait justifiées. Le XIXe siècle acheva le basculement, à sa manière, par le commerce et par le rail. En 1840, le marché du sel fut entièrement libéralisé. 3 ans plus tard, en 1843, la saline, vendue aux enchères, passa au privé, avant d'échoir en 1862 à une société anonyme regroupant les anciennes salines de l'Est au sein d'une entente régionale des producteurs, un cartel du sel qui se partageait les marchés et défendait les prix. Pendant ce temps, un adversaire silencieux avançait sur des traverses de chêne, le chemin de fer. Les marais salants de la Méditerranée et de l'Atlantique produisaient depuis toujours un sel que le soleil cristallisait gratuitement, sans un fagot, sans un fourneau. Tant qu'il fallait le charrier par routes et canaux, la distance protégeait le sel du feu comtois derrière un rempart de frais de transport. Le rail abolit la distance. Wagon après wagon, ligne après ligne, le sel de mer, vendu à vil prix, remonta vers les campagnes de l'Est, et chaque gare nouvelle ouverte dans la région rognait un peu du territoire commercial de la vieille manufacture. L'ironie ferroviaire voulut que la ligne de Besançon passât à quelques dizaines de mètres de l'enceinte. Le progrès qui la ruinait sifflait matin et soir sous ses fenêtres, et les sauniers, levant les yeux de leurs poils, pouvaient voir passer les wagons du sel qui les tuait. Le coup de grâce, pourtant, ne vint ni de Paris ni de la mer. Il vint des puits du village. Depuis des générations, les habitants d'Arc-et-Senans vivaient dans l'ombre du monument, et cette cohabitation n'avait jamais été tendre. Dès l'origine, on reprochait au colosse ses airs de palais, les privilèges de ses ouvriers, sa morgue de pierre de taille au milieu des chaumières, ses murs qui prenaient la meilleure terre. Au fil du XIXe siècle, un grief plus concret s'ajouta aux vieilles rancœurs. Les eaux résiduelles de la fabrication, chargées de sel et de résidus de cuite, s'infiltraient dans le sol et gagnaient lentement les nappes. Les puits du bourg, l'eau du quotidien, celle de la soupe, du bétail et de la lessive, prirent un goût saumâtre qui ne trompait personne. Les plaintes montèrent, s'organisèrent, devinrent pétitions puis procédures. Les villageois portèrent l'affaire devant la justice, réclamant des comptes à l'établissement qui gâtait leurs eaux. Pour une entreprise déjà exsangue commercialement, prise entre le cartel qui limitait ses débouchés et le rail qui cassait ses prix, le procès des puits fut le fardeau de trop. En 1895, les feux s'éteignirent sous les poêles, définitivement, après plus d'un siècle de combustion presque ininterrompue. 116 ans après la première cuite, le demi-cercle cessa de fumer, vaincu non par une guerre ni par un décret, mais par le soleil des marais salants, la locomotive et la colère patiente de ses voisins. Alors commença la plus étrange période de toute cette histoire. La belle endormie devint une bâtisse comme une autre. La société propriétaire, n'ayant plus d'usage des lieux, mais répugnant à les entretenir pour rien, loua les grands corps de logis à des familles du pays. Dans les appartements destinés pour les sauniers du roi s'installèrent des locataires ordinaires. Du linge sécha aux fenêtres percées par le doux. Des poules picorèrent au pied des colonnes à bossage.
Des clapiers, des remises et des appentis s'adossèrent sans façon aux murs de l'ancien temple de l'industrie. Une trentaine de familles vivaient encore là, au milieu des années 1920, chauffées tant bien que mal dans des bâtiments que nul n'entretenait plus, sous des charpentes que la pluie commençait à trouver, entre des murs que le sel, patient, continuait de ronger de l'intérieur. Le monument n'était plus ni usine, ni palais, ni ruine tout à fait. Un grand corps désaffecté au bord d'une voie ferrée que les voyageurs apercevaient depuis leur wagon sans savoir le nommer, et dont plus personne, dans la région même, ne savait dire à quoi il avait servi, ni pourquoi, un siècle et demi plus tôt, on avait cru bon de donner des frontons de temple à des chaudières d'eau salée. Le 10 août 1918, en fin de journée, un orage d'été roule sur la vallée de la Loue. La guerre finissante occupe tous les esprits. Les journaux parlent des offensives de la Marne, et personne ne prête attention au ciel noir qui s'amoncelle au-dessus du vieux demi-cercle désaffecté. Puis la foudre tombe, une seule fois, au centre exact de la composition, sur la maison du directeur. La charpente séculaire s'embrase comme un fagot, le feu dévore la toiture et les planchers. Les habitants des logements voisins font la chaîne avec des sauts dérisoires, et au matin le pavillon le plus solennel de l'ensemble n'est plus qu'une coque de pierre calcinée, ouverte au ciel, ses colonnes veillant sur des cendres. Comme si le sort avait visé, entre 11 bâtiments, précisément celui d'où tout s'était toujours commandé, l'œil central du dispositif. Ce que la foudre avait commencé, les hommes faillirent l'achever, et de la manière la plus délibérée qui soit. Au printemps 1926, la société propriétaire, lasse d'un domaine qui ne rapportait rien, coûtait en impôts et s'annonçait invendable, et inquiète des rumeurs d'un classement officiel qui l'empêcherait d'en tirer au moins les matériaux, prit une décision stupéfiante. Détruire, et vite, avant que la loi ne l'interdise. Des équipes abattirent les grands arbres du domaine pour en vendre le bois. Des charges de dynamite furent placées dans les bâtiments, et les explosions, campagne après campagne, mutilèrent l'ensemble, éventrant des murs, jetant bas des pans entiers, brisant jusqu'aux colonnes du pavillon central, dont les tambours sculptés, ce rythme de cylindres et de cubes inventé par Ledoux, volèrent en éclats sur le sol de la cour. Un chef-d'œuvre que la Révolution, l'Empire, un siècle d'industrie et 4 années de guerre mondiale avaient épargné, fut ainsi attaqué à l'explosif par ses propres propriétaires, en pleine paix, pour la valeur de ses pierres et de ses poutres. Il faut mesurer l'étrangeté de la scène. Des ouvriers forant des trous de mine dans une architecture royale, méthodiquement, facture à l'appui. Mais la déflagration eut un effet que les démolisseurs n'avaient pas prévu. Elle réveilla le pays. Le scandale des dynamitages courut les journaux et les administrations, indigna les sociétés savantes de Franche-Comté, alerta les beaux-arts à Paris, mobilisa des défenseurs influents et donna soudain une urgence irrésistible à ce que la lenteur administrative repoussait depuis des années. Le 30 novembre 1926, quelques mois à peine après les explosions, le pavillon central et le portail d'entrée furent classés monuments historiques. Désormais, y porter le fer ou le feu relevait du délit. L'année suivante, le 10 juin 1927, le département du Doubs racheta l'ensemble du domaine à la société, moyennant une somme rondelette en francs or, soutenue dans l'affaire par des notables convaincus, au premier rang desquels un parlementaire du Cru qui fit de ce sauvetage une cause personnelle. La collectivité publique se retrouva propriétaire d'un demi-cercle éventré, décapité, rongé de sel, mais sauvé. La dynamite, pensée comme un acte de liquidation, était devenue malgré elle l'électrochoc fondateur de la sauvegarde. Sans le scandale de 1926, le classement aurait pu attendre des années que rien ne resta à classer. Restait à relever le blessé, et la tâche dépassait tout ce que la Restauration française avait pratiqué jusque-là sur un bâtiment de cette nature. À partir de 1930, sous la conduite de l'architecte en chef Julien Polti, les chantiers s'ouvrirent l'un après l'autre, maison du directeur, Berne, pavillon de l'Arc. Le diagnostic révéla un mal plus profond que le feu et l'explosif, le sel. Un siècle de vapeur saturée avait imprégné les maçonneries des bâtiments de production et le poison blanc continuait, décennie après décennie, longtemps après l'extinction des feux, à ronger la pierre de l'intérieur, la faisant feuilleter, cloquer et s'effriter comme un livre mouillé. Pour certains murs, réparer ne suffisait plus. Il fallut se résoudre à une solution radicale pour l'époque, démonter,
reconstruire l'ossature en béton armé, matière neuve du siècle, puis rhabiller le tout de pierre en suivant fidèlement les tracés et les profils de Ledoux. Sous la peau blonde de plusieurs bâtiments court ainsi, aujourd'hui encore, un squelette moderne, prothèse invisible et prix discret, payé pour que la forme du XVIIIe siècle continue d'exister. Les campagnes de travaux allaient se succéder pendant des décennies, interrompues par les guerres et les pénuries, et la troisième et dernière ne s'achèverait qu'en 1996, rendant enfin à l'ensemble, après 70 ans d'efforts, son intégrité de 1779. L'histoire aurait pu s'apaiser là, dans le récit exemplaire d'un monument sauvé par la conscience publique. Mais le XXe siècle réservait au demi-cercle son chapitre le plus sombre, et l'honnêteté commande de le raconter sans détour ni pathos. En 1939, de février à octobre, l'enceinte servit d'abord de centre d'accueil pour des réfugiés espagnols fuyant la chute de la République. Hommes, femmes et enfants de l'Exode, entassés quelques mois dans les anciens logements des Sauniers, avant que l'armée française ne réquisitionne les lieux, bientôt occupés par les troupes allemandes. Puis vint le pire. Du 1er septembre 1941 au 11 septembre 1943, sur ordre des autorités allemandes de Besançon et avec le concours de l'administration de Vichy, la Saline devint un camp d'internement pour familles nomades, des manouches pour la plupart, arrêtées et enfermées, non pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient, en raison de leur seul mode de vie itinérant. Plus de 200 personnes vécurent captives derrière les murs, et près de la moitié étaient des enfants. Les conditions y furent indignes. Promiscuité dans les logements dégradés, froid des hivers comtois, rations insuffisantes, maladies de peau et de misère que les rapports sanitaires de l'époque consignent avec une froideur administrative qui accable plus sûrement que tout commentaire. À l'automne 1943, les internés furent transférés vers un autre camp dans le Loiret, poursuivant ailleurs leur captivité. Après la libération, l'enceinte servit encore à garder des prisonniers de guerre allemands avant de retomber dans le silence. L'architecture n'y était pour rien, mais le symbole glace rétrospectivement. L'enceinte close, l'entrée unique, le point central qui voit tout ce que Ledoux avait dessiné pour garder du sel, avait servi à garder des familles. La France mit longtemps à regarder cette page en face, puis elle le fit, avec sérieux et méthode. Des historiens exhumèrent les registres et les rapports, établirent les faits, les noms, les dates. En 1999, un colloque réunit à la Saline chercheurs et survivants du camp, d'anciens enfants internés devenus vieillards, venus témoigner sur les lieux mêmes de leur captivité. Le 9 avril de cette année-là, une plaque commémorative fut dévoilée près de l'entrée, inscrivant définitivement les internés dans la mémoire officielle du monument, à l'endroit exact où leur famille avait franchi la porte sous escorte. Le demi-cercle porte désormais toute son histoire, sans en retrancher les années noires. Et c'est aussi cela, sauver un monument. Accepter tout ce dont il a été témoin. Un lieu qui avait connu la gloire des Lumières, la ruine industrielle, la foudre, la dynamite et l'internement de familles innocentes, se trouvait, au sortir de la guerre, restauré pierre à pierre, mais vide de sens, face à une question toute simple, ce qu'un pays pouvait bien faire désormais d'un tel témoin. La réponse allait prendre un demi-siècle, et elle allait ramener, par un chemin que personne n'imaginait, le vieux rêve inachevé de son architecte. Dans une salle du monument, sous verre, repose une gravure qui représente une ville en forme de cercle parfait, avec ses avenues rayonnantes, ses édifices publics, ses ateliers, ses jardins ordonnés autour d'un centre que l'on reconnaît immédiatement, la Saline. Cette ville a un nom, chaud, comme la forêt voisine. Elle a un auteur, des plans détaillés, des vues d'ensemble dessinées avec la précision d'un projet prêt pour le chantier. Elle n'a qu'un défaut, elle n'existe sur aucune carte. Et elle n'a jamais existé. Le demi-cercle de pierre blonde, que 10 générations ont pris pour un tout, n'était que la moitié de quelque chose, et cette moitié manquante est la clé de toute l'énigme. Longtemps, les historiens ont hésité sur la nature de ce rêve. Ledoux n'a gravé et publié ses vues de la ville de Chaux que des années après le chantier, et l'on pouvait croire à une rêverie tardive, à l'embellissement rétrospectif d'un vieil artiste enjolivant son œuvre de jeunesse. La découverte récente d'une gravure datée de 1773
accompagné d'une lettre de l'architecte à sa fille, a fait pencher la balance. Le cercle complet figurait, selon toute vraisemblance, déjà sur le papier avant même la pose de la première pierre. Dès l'origine, dès les premières esquisses présentées au pouvoir, le Doubs dessinait une cité entière, et les bailleurs de fonds, fidèles à leur rigueur comptable, n'en autorisèrent que la moitié productive, celle qui rapporterait de l'argent. La manufacture bâtie entre 1775 et 1779 n'était donc pas une usine décorée avec excès. C'était le premier quartier d'une ville idéale, le seul que son siècle ait consenti à payer. Le reste, le Doubs le poursuivit sur le papier avec un acharnement qui dura toute sa vie. Autour du demi-cercle bâti, il imagina la couronne complète. Des maisons pour les bûcherons de la forêt, des ateliers pour les artisans, un marché, des bains publics, une maison d'éducation, un édifice consacré à la concorde entre les hommes, un autre au culte de la vertu. Plus loin, le long de la rivière, il dessina la maison des directeurs de la Loue, un cylindre couché à travers lequel l'eau passerait en cascade, habité comme un pont. Chaque bâtiment devait dire sa fonction par sa forme, comme les urnes de pierre disaient déjà la Saumure. Ce ne sont plus des plans d'architectes, ce sont les chapitres d'une philosophie, une société meilleure, engendrée par des murs mieux pensés, la géométrie mise au service du bonheur commun. Les Lumières avaient rêvé cela dans les livres. Le Doubs fut le seul à le dessiner jusqu'au dernier moellon, et le seul dont le rêve possédait déjà, debout dans une plaine de Franche-Comté, sa moitié de pierre. La Révolution, qui aurait pu aimer cet utopiste, faillit le tuer. Architecte des fermiers généraux, bâtisseur du mur des barrières de Paris que le peuple haïssait comme le symbole même de l'impôt, protégé d'une favorite guillotinée, le Doubs cumulait tous les stigmates de l'ancien monde. Arrêté sous la Terreur, il passa environ 18 mois dans la prison parisienne de la Force, s'attendant chaque matin à figurer sur la liste des condamnés, tandis que la comtesse du Barry montait à l'échafaud. Il survécut, mais ruiné de commandes, vieilli, rayé des chantiers. Alors, privé de pierre, il se rabattit sur l'encre. Le prisonnier commença en cellule le livre de sa vie, un traité monumental publié en 1804, 2 ans avant sa mort, où l'architecture est examinée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation, et où la ville de Chaux, redessinée, amplifiée, idéalisée, occupe la place d'honneur. L'homme qui n'avait pu bâtir qu'un demi-cercle légua au monde le cercle entier, imprimé. La postérité lui donna une revanche que son siècle lui avait refusée. Les historiens rangent aujourd'hui le Doubs, avec son contemporain Boullé, parmi les architectes dits visionnaires, ces esprits dont les projets de papier ont nourri 2 siècles d'urbanisme, et les bâtisseurs de cités ouvrières et de villes nouvelles compteront parmi ses héritiers, souvent sans le savoir. Le XXe siècle finissant offrit au monument la reconnaissance suprême. En 1982, la Saline entra sur la liste du patrimoine mondial, 12e site français ainsi distingué, 150e au monde, et l'un des tout premiers monuments de l'industrie jamais admis dans ce cénacle réservé aux cathédrales et aux palais. Le texte du classement consacrait exactement ce que les contemporains avaient raillé. Une œuvre visionnaire, le premier grand ensemble d'architecture industrielle conçu avec l'ambition d'un palais. 27 ans plus tard, la liste s'élargit aux sources mères de Salins, réunissant officiellement les 2 extrémités du vieux Saumoduc, l'eau et le feu, séparés par 21 kilomètres, réconciliés par le patrimoine. Entre-temps, la vie était revenue dans l'enceinte sous toutes les formes qu'un monument peut accueillir. Un centre culturel de rencontre, un musée entièrement consacré à Ledoux et à ses visions de papier, des expositions, un festival annuel des jardins installés sur les anciens potagers des Sauniers, un hôtel de 31 chambres logé dans les corps de bâtiments où dormaient jadis les familles ouvrières. Et un soir de juillet 2016, le guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, joua dans la grande cour devant environ 19 000 spectateurs, 95 fois la population de l'ancienne cité du sel, les nappes de guitare montant dans la nuit au-dessus des frontons où les urnes de pierre versaient toujours leur eau immobile. Restait l'inachèvement, cette moitié fantôme qui hantait les plans depuis l'origine. Personne, raisonnablement, n'allait bâtir au XXIe siècle les édifices rêvés d'une utopie des Lumières. La réponse vint des jardiniers.
Le 4 juin 2022, au terme d'un chantier paysager conduit par le jardinier Gilles Clément et une agence de paysagistes comtois, la saline inaugura ce qu'elle nomma le cercle immense. Sur 13 hectares, de l'autre côté du demi-cercle bâti, un second demi-cercle fut tracé dans la terre, dessiné de 30 jardins, de prairies, de vergers et d'allées, refermant enfin la figure. 243 ans après la fin du chantier, le cercle de Ledoux existait pour la première fois en entier, visible du ciel, moitié de pierre et moitié de feuillage, l'utopie achevée, non par des murs, mais par des arbres, des fleurs et des insectes. Il y a dans ce dénouement végétal une justesse que l'architecte lui-même aurait pu signer. Lui qui voulait une ville engendrant le bonheur, la postérité lui répondit par un jardin. Alors, la question posée au commencement trouve enfin sa réponse entière. Le roi de France a fait bâtir un palais pour y faire bouillir de l'eau salée, parce que cette eau valait de l'or, parce que l'impôt qu'elle portait soutenait le trône, parce que son siècle croyait que la beauté des murs ordonnait le travail et élevait les hommes, et parce que l'architecte chargé de l'ouvrage y glissa, sans tout dire, la première moitié d'un monde meilleur. Le sel a disparu, la gabelle a disparu, les rois ont disparu. Le rêve, lui, est resté debout, et il a fini par gagner. Aujourd'hui, plus de 150 000 visiteurs franchissent chaque année le portique aux 6 colonnes, et les trains de la ligne de Besançon passent toujours à une centaine de mètres des murs. Des milliers de voyageurs longent ainsi, sans tourner la tête, le seul endroit au monde où une utopie du siècle des Lumières se laisse toucher de la main. Cette histoire s'achève ici, et si elle vous a donné l'envie de pousser un jour la porte de cette grotte de pierre entre Arc et Senance, elle aura rempli son office. Si ce voyage vous a plu, laissez un pouce en signe d'encouragement et abonnez-vous à la chaîne. D'autres monuments gardent leurs énigmes et nous irons les interroger ensemble. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout du cercle.